Un modeste mécanicien automobile, par un acte de bonté, sauva la vie d'une directrice générale et bouleversa à jamais son propre destin. En pleine tempête de neige, sur une route isolée près d'un petit bourg au pied des Alpes, Grégoire Dupont, mécanicien sans grands moyens, ignorait encore que sa décision de s'arrêter pour secourir une inconnue allait tout changer. Dans un 4x4 de luxe, dérapé sur la route verglacée, il découvrit une femme inconsciente, porteuse d'un secret qui aurait pu ruiner sa vie. De ses mains rugueuses, abîmées par le travail, mais avec un cœur chaleureux, Grégoire dut affronter non seulement la nature déchaînée, mais aussi des dangers invisibles. Ses bonnes intentions allaient-elles porter leurs fruits? Et quel mystère se cachait derrière la jeune femme? Rejoignez-nous dans ce récit bouleversant qui dévoile la force extraordinaire du sacrifice, du courage et l'incroyable pouvoir d'un simple geste de bonté sur le destin d'une personne. Dans un petit bourg niché au creux d'une vallée reculée des Alpes, où l'hiver étendait son manteau blanc sur chaque rue et où les tempêtes de neige n'avaient rien d'exceptionnel, vivait un certain Grégoire Dupont. À 30 ans, il ne possédait pas grand-chose, hormis 2 mains travailleuses, un modeste atelier et un cœur prêt à aider autrui. La vie de Grégoire n'avait pas été facile. Il avait grandi dans la pauvreté et perdu son père très tôt. Depuis, il s'occupait seul de sa mère, Marguerite, une femme frêle mais souriante, même lorsque ses articulations la faisaient atrocement souffrir durant les mois glacials. Grégoire travaillait sans relâche, jour et nuit, pour maintenir son petit garage à flot, mais les factures s'accumulaient inlassablement. Cette saison-là, toutefois, la ville semblait plus animée. Une station de ski venait d'ouvrir sur la montagne, attirant des touristes de tous horizons. Pour les habitants du coin, ce projet apportait de nouvelles opportunités et un certain enthousiasme. Pour Grégoire, en revanche, cela signifiait simplement plus de travail. Chaque nuit, il réparait les voitures des visiteurs fortunés. Un soir, alors qu'une tempête approchait, il venait de terminer la remise en état d'une fourgonnette lorsqu'il reçut un appel urgent depuis la station de ski. On avait besoin de lui pour réparer un chasse-neige, le seul engin capable de déblayer les routes enneigées et de secourir les personnes bloquées là-haut. Au moment de partir, sa mère Marguerite sortit sur le pas de la porte, émitouflée dans son vieux châle de laine. « Grégoire, tu entends le vent hurler? Cette tempête va être terrible. Tu es sûr de devoir y aller? » lui dit-elle, la main tremblante serrée sur l'épaule de son fils. Grégoire lui adressa un sourire rassurant, tandis qu'une flamme de détermination brillait dans ses yeux. « Maman, je dois y aller. Ils ont besoin de moi. Sans ce chasse-neige réparé, il y a des gens qui risquent de rester coincés en haut de la montagne. » Il se pencha et posa sa main rude avec douceur sur celle de sa mère. « Je ferai attention, promis. » Marguerite ne répondit rien, mais son cœur se serra en voyant son fils disparaître dans la nuit hivernale. La porte se referma, et dehors le vent hurlait avec une telle férocité qu'elle en frissonna, priant en silence pour la sécurité de Grégoire. Au volant de sa vieille camionnette, Grégoire s'engagea sur la route de montagne sinueuse. Les pneus crissaient sur la chaussée glacée tandis que le vent soufflait en bourrasques violentes et que la neige s'intensifiait jusqu'à former un rideau blanc presque opaque. Malgré le froid qui s'infiltrait à travers son manteau épais, il continuait inlassablement sa route. Il alluma la radio pour se tenir informé de la météo, mais il n'entendit que des mises en garde concernant de puissantes rafales et des risques d'avalanche. Agrippant fermement son volant, comme pour se donner du courage, il murmura « Encore une nuit de plus, on va tenir le coup », ignorant qu'il s'agirait d'une nuit bien différente des précédentes. À mesure qu'il gravissait la montagne, la tempête gagnait en intensité, projetant de gros paquets de neige sur le pare-brise que les phares peinaient à traverser. Pourtant, Grégoire n'abandonnait pas. Soudain, dans la pénombre, il discerna un faible clignotement. Un 4x4 de luxe, feu de détresse enclenché, à moitié enseveli sous la neige et dangereusement proche du ravin. Le cœur de Grégoire se serra. « Quelqu'un a besoin d'aide », songea-t-il, garant sa camionnette sur le bas-côté. Ses bottes crissèrent dans la neige épaisse lorsqu'il sortit du véhicule. Le vent glacial fouettait son visage comme une lame, mais il ne s'en soucia pas et s'approcha du 4x4
en faisant attention de ne pas glisser. Jetant un coup d'œil par la vitre givrée, il aperçut une jeune femme affaissée sur le volant, immobile. « Elle n'a pas beaucoup de temps », pensa-t-il, pris de panique, en tirant de toutes ses forces sur la poignée gelée. La porte résista. Il dut retourner à sa camionnette pour prendre une clé plate dans sa boîte à outils, puis il frappa de toutes ses forces la vitre latérale. Les éclats de verre tombèrent dans la neige comme de minuscules cristaux. « Mademoiselle, vous m'entendez » cria Grégoire, mais sa voix se perdit dans le vent hurlant. Pas de réponse. Il passa le bras à travers la fenêtre brisée, déverrouilla la portière et extirpa doucement la jeune femme. À la lumière de sa lampe de poche, il devina qu'elle avait la trentaine, le visage livide, les lèvres bleutées par le froid. Un foulard rouge pendait à son cou, à moitié enseveli sous la neige. « Tenez bon, vous allez vous en sortir », murmura-t-il en la soutenant pour ne pas aggraver d'éventuelles blessures. Un craquement sinistre retentit derrière lui. Jetant un regard en arrière, Grégoire vit le 4x4 glisser à l'endroit où il était enlisé, dérapant vers le précipice. Sans réfléchir, il sauta en avant, serrant la jeune femme contre lui, et tous deux atterrirent dans la neige. Le 4x4 émit une série de chocs sourds, un bruit métallique, puis disparut dans le vide. Le cœur battant à tout rompre, Grégoire se releva et transporta la blessée sur la banquette arrière de sa camionnette, la recouvrant de sa veste pour la réchauffer. Les doigts engourdis par le froid, il tâtonna pour récupérer son téléphone, dont l'écran resta noir. « Mince, il est déchargé », jura-t-il, sentant le gel lui mordre les mains. Il n'avait pas d'autre choix que de faire demi-tour en direction de la ville, dans l'espoir d'atteindre l'hôpital au plus vite, car la vie de la jeune femme ne tenait plus qu'à un fil. Le trajet du retour fut un véritable combat pour la survie. Le vent secouait la camionnette comme un frêle esquif en pleine tempête, et à chaque virage, Grégoire sentait les pneus glisser, les verglas menaçant de prendre le contrôle. De temps à autre, il jetait un coup d'œil au rétroviseur. La femme était toujours inconsciente, sa respiration à peine perceptible. Les dents serrées, il se cramponnait au volant. « Il faut juste qu'on atteigne l'hôpital, qu'elle tienne le coup », répétait-il comme une prière, plus que comme une formule d'encouragement. Enfin, à travers les bourrasques de neige, il aperçut la lueur de l'hôpital, mince rayon d'espoir dans la nuit éternelle. Il écrasa la pédale de frein et la camionnette dérapa un instant avant de s'immobiliser devant l'entrée des urgences. Il sauta de son siège et se précipita vers le coffre. « Aidez-moi! Elle a eu un accident! » cria-t-il. Médecins et infirmiers, émitouflés sous de grosses vestes, accoururent avec un brancard et l'emportèrent avec précaution. Le souffle court, le cœur serré, Grégoire les suivit jusqu'à l'intérieur. À peine avait-il franchi le seuil que les lumières s'éteignirent, plongeant tout l'hôpital dans l'obscurité. Les couloirs, jusque-là animés, semblèrent basculer dans un silence étrange, seulement brisé par les gémissements de patients et l'écho des pas affolés du personnel. Dehors, la tempête hurlait toujours, mais au-dedans, la pénombre semblait encore plus glaciale. Désemparé, Grégoire se figea devant les portes vitrées, la buée de son souffle se dissipant lentement, tandis que des infirmiers et des médecins tentaient de s'orienter avec la faible lueur de leurs lampes de poche. « Que se passe-t-il » cria-t-il pour couvrir le grondement lointain. Un agent de sécurité passa à toute vitesse près de lui, la fatigue et l'inquiétude se lisant sur son visage. « La tempête a détruit la ligne principale. Le générateur est hors service depuis une semaine et on ne l'a pas encore réparé, » expliqua-t-il avant de repartir. Le ventre de Grégoire se noua, ses poings se serrèrent et son regard se tourna vers la salle où l'on venait d'emmener la jeune femme. À la lueur tremblotante des lampes de poche dansant sur les murs, il comprit que la nuit était loin d'être terminée. Le cœur battant, il chercha la porte du bloc où l'inconnu avait été transporté. Par l'entrebâillement, il discerna une infirmière, agitée, tenant une lampe de poche dont le faisceau tremblotait sur les murs. Quelques instants plus tard, un médecin sortit, le front perlé de sueur, malgré le froid ambiant. « Elle doit être opérée immédiatement », dit-il, pressant l'infirmière la plus proche. « Il nous faut les lampes chirurgicales, un respirateur. On ne peut pas attendre. » En entendant cela,
Grégoire se sentit envahi d'une responsabilité écrasante. Les mâchoires serrées, il balaya du regard les couloirs de l'hôpital, figés dans l'obscurité, où patients et soignants étaient tous impuissants, sans électricité. Puis il s'avança vers l'agent de sécurité, la voix pleine de détermination. « Conduisez-moi à la salle du générateur, je vais essayer de le réparer. » L'agent le dévisagea avec scepticisme. « Vous en êtes sûr? Il est en panne depuis une semaine et il nous manque des pièces de rechange. » La résolution de Grégoire se lisait dans son regard. « Je ne peux pas rester là, à regarder des gens mourir dans le noir. Emmenez-moi, vite !» lança Grégoire d'un ton ferme. Sentant son énergie inébranlable, l'agent acquiesça et l'emmena dans les sous-sols sombres et glacés de l'hôpital, leurs pas résonnant sur le béton, accompagnés des plaintes lointaines des patients et des hurlements de la tempête à l'extérieur. Ils arrivèrent enfin dans une pièce exiguë et humide, abritant le générateur, imprégné d'une odeur de moisissure et de métal brûlé. Grégoire s'agenouilla, les mains tremblantes, et retira le capot du générateur. Il vit aussitôt que les câbles étaient vétustes et plusieurs pièces complètement grillées, preuve que personne n'y avait prêté attention depuis longtemps. « Bon sang, ce n'est pas une petite panne !» maugréa-t-il, sans pour autant perdre courage. Ses doigts effleurèrent les composants abîmés, tandis que son esprit imaginait déjà des solutions. L'agent de sécurité, la lampe de poche serrée contre lui, le regardait avec inquiétude. « Vous pouvez faire quelque chose? Tout l'étage dépend de ça. » Grégoire hocha la tête, sachant pertinemment qu'il luttait contre la montre. Il fouilla tous les recoins de la cave, rassemblant des pièces de rechange anciennes et disparates. Après quelques secondes de réflexion, il se tourna vers l'agent. « Il me manque encore quelque chose. Je vais peut-être l'avoir dans ma camionnette. » Ensemble, ils remontèrent dans la cour, bravant la neige cinglante. Les mains de Grégoire étaient presque gelées, alors qu'il démontait soigneusement certains éléments du moteur de son véhicule, ajustant chaque geste avec précision et rapidité. Chaque minute qui passait rappelait combien la situation était critique, mais Grégoire ne cédait pas. De retour dans la pièce du générateur, il reprit son travail avec acharnement. Il remplaça les filtres, refit le câblage et répara les circuits défectueux. Il travaillait non seulement en tant que mécanicien expérimenté, mais aussi comme un héros poussé par une force intérieure inépuisable. Les minutes s'écoulèrent le temps lentement, comme si le temps s'était figé dans ce sous-sol glacial. Finalement, Grégoire se redressa et, l'air épuisé, s'adressa à l'agent de sécurité. « Essayez maintenant. » L'agent appuya sur le bouton. Un silence de quelques secondes s'ensuivit, puis un ronronnement discret emplit la pièce. Le générateur reprenait vie dans un cliquetis salvateur. Des cris de joie retentirent à l'étage. Grégoire se releva, les mains noircies d'huile et de graisse, mais le regard brillant de soulagement. À travers la fenêtre, il aperçut que le bloc opératoire où se trouvait Olivia était désormais baigné d'une lumière puissante, tandis que les médecins l'opéraient. L'agent de sécurité le frappa gentiment sur l'épaule. « Vous venez de sauver tout l'hôpital, et elle aussi. » Mais Grégoire ne faisait que fixer ses mains, se rappelant le moment où il avait extirpé la jeune femme de sa voiture. Un visage blême et inerte qui ne quittait plus ses pensées. « À partir de maintenant, c'est à eux de jouer, » murmura-t-il, avant de s'affaisser sur une chaise dans le couloir, la fatigue prenant finalement le dessus. À la clarté retrouvée des lampes, Grégoire ne cessait de se demander qui était cette femme et pourquoi elle avait pris la route malgré une tempête si dangereuse. Assis dans le couloir, la tête appuyée sur ses mains, il essayait en vain de calmer son esprit tourmenté. La lumière venait de revenir, mais le mystère demeurait entier. Qu'avait poussé Olivia à risquer ainsi sa vie? Quelques heures plus tard, alors que Grégoire s'assoupissait sur sa chaise, un homme d'âge mûr traversa le couloir d'un pas pressé et soucieux. Son manteau épais montrait qu'il venait de loin, et, malgré sa fatigue, ses yeux brillaient d'une volonté inébranlable. « Vous êtes bien Grégoire Dupont ?» demanda-t-il à voix basse, laissant transparaître une profonde reconnaissance. Grégoire se redressa, acquiesça. « Je m'appelle Benoît Martin, je suis le père d'Olivia, » dit-il en serrant la main du jeune homme. « Je viens de Paris dès que j'ai appris la nouvelle. Je ne sais comment vous remercier. Vous lui avez sauvé la vie. »
Grégoire, un peu gêné, hocha la tête avant de demander « Comment va-t-elle » « Badi soon. » Le médecin dit que son état s'est stabilisé. « Si vous ne l'aviez pas emmenée à temps, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer, » répondit Benoît, la voix tremblante. « Je vous suis redevable d'une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » Assis ensemble, Benoît raconta alors à Grégoire l'histoire d'Olivia. La jeune femme dirigeait une grande entreprise, récemment secouée par un scandale financier fomenté à dessein par plusieurs membres du conseil d'administration. La sacoche pleine de documents que Grégoire avait aperçus dans le 4x4 contenait des preuves cruciales pour laver Olivia de tout soupçon et préserver les emplois de centaines de salariés. Olivia a pris le risque de traverser la montagne pour me rencontrer afin que nous trouvions une solution. Je l'avais prévenue de ne pas prendre la route avec un temps pareil, mais elle est aussi têtue que l'était sa mère, ajouta Benoît, la voix chargée de nostalgie lorsqu'il évoqua son épouse disparue. Grégoire écouta, stupéfait de découvrir le poids que portait cette histoire, songeant qu'il avait d'abord cru sauver simplement une inconnue. Le lendemain matin, Olivia reprit connaissance. Elle était encore faible, mais insista pour voir Grégoire. Quand le jeune homme entra dans sa chambre, elle l'accueillit avec un sourire sincère, quoique discret. « Vous êtes bien Grégoire, celui qui m'a sauvé du blizzard ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Grégoire, un peu embarrassé, acquiesça. « Je n'ai fait que passer par là. N'importe qui aurait fait la même chose. » Olivia secoua la tête, ses yeux empreints de gratitude. « Tout le monde ne risquerait pas sa vie pour une inconnue, et encore moins pour réparer un générateur d'hôpital pour sauver des gens. Vous êtes une personne exceptionnelle, Grégoire. » Le jeune homme esquissa un sourire modeste. « Je voulais seulement aider. Je n'ai pas réfléchi plus loin. » Avant que Grégoire ne reparte, Benoît Martin lui remit une enveloppe, le visage grave mais soulagé. « C'est un modeste témoignage de la reconnaissance de ma famille. Vous n'avez pas seulement sauvé la vie de ma fille, vous avez fait bien plus que cela. » Grégoire ouvrit l'enveloppe et découvrit un chèque d'un montant si élevé qu'il en resta bouche bée. Il secoua immédiatement la tête. « Je ne peux pas accepter une telle somme. Ce que j'ai fait ne mérite pas une telle récompense. » Alors, Olivia s'approcha et posa sur lui un regard à la fois doux et résolu. « Grégoire, cet argent n'est pas un paiement, mais une opportunité. Servez-vous-en pour agrandir votre atelier et aider encore plus de gens, comme vous l'avez toujours fait. » Pendant quelques secondes, Grégoire garda le silence, submergé par l'émotion. Il baissa les yeux vers ses mains calleuses, si souvent occupées à travailler sans jamais hésiter à secourir ceux qui en avaient besoin. « D'accord, » dit-il finalement d'une voix assurée. « Je l'accepte, mais à une condition. Je l'utiliserai pour faire le bien autour de moi, pas seulement pour mon propre bénéfice. » Benoît sourit et lui serra la main avec force. C'est exactement ce que nous souhaitions. En sortant de l'hôpital, Grégoire constata que la tempête s'était calmée. Les rayons du soleil perçaient désormais les nuages, comme une promesse de renouveau. Une semaine plus tard, Grégoire était de retour dans son atelier. Grâce à l'argent reçu, il put régler ses dettes et moderniser ses équipements. Plutôt que d'en tirer un profit personnel, il décida de transformer son garage en un véritable centre d'entraide pour la communauté. Il mit en place une formation professionnelle gratuite pour les jeunes du coin, en particulier ceux qui avaient besoin d'une deuxième chance pour s'en sortir. « Si je peux faire quelque chose pour changer la vie des autres comme la mienne a changé, je le ferai », déclara Grégoire le jour de l'inauguration. Rapidement, ces cours devinrent un symbole d'espoir pour la ville, car Grégoire n'enseignait pas seulement la mécanique, mais aussi la persévérance et la bonté du cœur. Sa réputation dépassa vite les limites du bourg, et les habitants des environs affluèrent. Certains, qui se sentaient auparavant sans espoir, trouvèrent dans l'apprentissage un regain de force et de confiance en eux. Un jour, l'un de ses élèves, Christophe, qui avait eu une adolescence chaotique, s'approcha de Grégoire, la voix chargée de reconnaissance. « Vous ne m'avez pas seulement montré comment réparer une voiture, vous m'avez appris à croire en moi et à comprendre que je peux construire quelque chose d'important dans ma vie. Je vous dois tout. » Grégoire répondit avec un sourire bienveillant. « Christophe, le plus important, c'est que toi, tu crois en tes capacités. Je ne fais que te montrer la voie. » Un matin de printemps, alors que Grégoire donnait un cours pratique à un groupe d'élèves, une voiture de luxe se gara devant le centre,
Benoît et Olivia Martin en sortirent, un sourire chaleureux et fier, éclairant leur visage. Nous ne pouvions pas résister à l'envie de revenir voir ce que tu as fait de l'opportunité que nous t'avons donnée, expliqua Olivia, les yeux scintillants d'admiration. Ils sortirent du coffre une grande boîte contenant une panoplie d'outils de pointe. Nous voulions que ce centre puisse continuer à transformer la vie de bien d'autres personnes, ajouta Benoît. Ému jusqu'aux larmes, Grégoire ne trouva pas ses mots et se contenta d'acquiescer avec reconnaissance, serrant la main de Benoît. 1 an plus tard, le centre avait pris une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. D'anciens élèves, désormais formés, apportaient leur aide à des dizaines de familles du secteur, souvent gratuitement ou contre une rémunération symbolique, soulageant nombre de foyers en difficulté. Par un après-midi d'hiver, Grégoire se tenait devant son atelier, observant les flocons qui tombaient doucement au sol, pendant que ses apprentis collaboraient joyeusement sur la réparation d'une voiture. Il prit une profonde inspiration, sentant une chaleur envahir son cœur. Chez lui, derrière la fenêtre, sa mère Marguerite le regardait avec un sourire de fierté. « Grégoire, tu n'as pas seulement sauvé les autres, tu t'es aussi sauvé toi-même. » Et l'histoire de Grégoire nous rappelle à tous que le plus petit geste de bonté peut déclencher des changements prodigieux. Si nous ouvrons notre cœur, nous ne modifions pas seulement notre propre destinée, mais nous rendons également le monde qui nous entoure plus beau,